parce que, voilà. Ok, il est un peu susceptible. Donc, à l'issue des auditions, nos deux rapporteurs, Vivette Lopez en présentiel et Thani Mohamed Solili, qui a peut-être des difficultés pour se connecter à distance, feront des propositions que nous examinerons en réunion plénière, je le dis pour les membres qui sont présents et qui nous écoutent, le mercredi 28 juin à 13h30. Notre réunion sera suivie d'une conférence de presse le même jour à 16h30, après les questions d'actualité au gouvernement. Comme vous le savez, notre délégation s'est depuis longtemps saisie de la problématique foncière, qui est absolument cruciale en Outre-mer, et a consacré 3 rapports. Ils ont été coordonnés par notre collègue Thani Mohamed Solili, dont nous saluons l'engagement et la détermination à traiter ces sujets. Les conflits d'usage sont particulièrement menaçants pour le foncier agricole. Le grignotage des surfaces agricoles utiles est un phénomène qui nous inquiète tous. La Guyane, où la forêt équatoriale représente 90% du territoire, fait figure d'exception. Mais sa SAU, la surface agricole utile, ne constitue que 0,4% de la surface totale. Nous nous interrogeons sur les instruments de protection et de reconquête des terres agricoles à mobiliser, notamment pour tendre vers la souveraineté alimentaire, évidemment, objectif que nous partageons, Monsieur le Ministre. Permettez-moi d'insister, chers collègues, sur le contexte de cette audition. Nous sommes à quelques jours du comité interministériel pour les Outre-mer, le CIOM, attendu comme le Messie d'ailleurs. Nous comptons sur des mesures fortes, bien évidemment, afin de protéger ce patrimoine agricole qui est la base même, je dirais même le substrat de notre autonomie dans ce domaine à l'horizon 2030. Nous savons également qu'une grande loi d'orientation et d'avenir agricole est en préparation et que des consultations sont en cours dans les Outre-mer pour faire remonter les difficultés et les suggestions. Nous souhaitons apporter notre contribution à ce texte, bien évidemment, qui sera sans doute soumis au Parlement à l'automne. Nous espérons, Monsieur le Ministre, que vous pourrez nous en dire davantage. Des arbitrages interviendront prochainement, aussi pour la prochaine loi de finances, et nous vous donnons rendez-vous lors de la prochaine discussion budgétaire pour concrétiser les annonces en faveur du monde agricole. Avec nos rapporteurs, nous nous félicitons donc tout particulièrement de l'échange d'aujourd'hui. Nous souhaitons vous entendre dans votre propos liminaire sur vos actions en faveur de la préservation et du développement du foncier agricole ultramarin sur la base de la trame, Monsieur le Ministre, qui vous a été transmise par vos services. Et nous engagerons ensuite la discussion avec les rapporteurs et les collègues qui participent à cette audition. Monsieur le Ministre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame et Messieurs et Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation Outre-mer. D'abord, merci de m'accueillir au sein de votre délégation. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire dans mes fonctions de ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et donc, je suis très heureux de pouvoir être devant vous pour cette audition. Je sais d'abord que la question du foncier dans les Outre-mer est un sujet qui préoccupe de longue date votre délégation, et je partage évidemment avec vous l'importance de ce sujet, notamment au regard de l'acuité des enjeux de souveraineté, c'est bien là qu'il faut faire un lien, me semble-t-il, dans ces territoires. La question du foncier et de sa disponibilité est bien le préalable à toute question agricole, en particulier dans ces territoires, qu'il s'agisse du renouvellement des générations, des choix culturaux ou encore d'adaptation et de lutte contre le changement climatique. Les territoires ultramarins, de ce point de vue, sont particulièrement sensibles, avec un foncier limité pour les territoires insulaires, une géographie et une météorologie qui contraignent par ailleurs les mises en culture. Plusieurs enjeux donc pour le foncier agricole dans les territoires ultramarins, a fortiori lorsqu'ils sont insulaires: limiter l'artificialisation, contenir l'enfrichement, mobiliser tout le foncier agricole disponible pour bâtir une souveraineté alimentaire durable. Je dirais assez volontiers dans ces territoires une sécurité alimentaire durable. J'aimerais partager donc avec vous quelques éléments avant que nous puissions échanger. Comme vous le savez, le président de la République avait initié en octobre 2019 une démarche de transformation agricole des Outre-mer, incluant l'objectif de tendre vers la souveraineté alimentaire en 2030. Un délégué interministériel a été nommé pour coordonner la démarche. Plusieurs comités de transformation se sont tenus dans chacun des territoires, et j'ai moi-même écrit en janvier 2023 avec mes collègues du gouvernement chargé des Outre-mer, de la santé aux préfets et de la mer aux préfets, pour leur demander de produire une feuille de route territoriale vers la souveraineté alimentaire. Ces feuilles de route ont désormais toutes été établies en concertation avec l'ensemble des acteurs locaux. Des indicateurs ont été produits et des cibles ont été définies. Il faut maintenant construire de nouveaux équilibres pour permettre de renforcer l'autonomie, la souveraineté et la sécurité alimentaire de ces territoires. On l'a vu d'ailleurs dans la crise ukrainienne, dans la crise Covid, à quel point ces territoires étaient sensibles aux dérèglements ou aux dysfonctionnements qu'on peut connaître aujourd'hui. Les taux de couverture sont accessibles en ligne sur le site de l'ODEADOM et les cibles seront publiées sur l'outil pilote pour vous donner quelques informations.
Concernant l'évolution de la surface agricole utile, l'accessible grâce aux résultats des recensements généraux agricoles, on observe dans les DROM, comme dans l'Hexagone, un recul continu depuis 88. La Guyane fait exception, puisque c'est le seul territoire où la SCAU progresse depuis cette date. En conséquence, des actions de protection du foncier sont engagées dans chacun de ces territoires. En Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, une SAFER dispose d'un droit de préemption pour maîtriser le marché foncier agricole et assurer sa destination agricole vers l'installation d'agriculteurs, le maintien ou la consolidation d'exploitation. À Mayotte, le droit de préemption agricole est exercé par l'établissement public foncier. En Guyane, après des difficultés que pour certains d'entre vous connaissent, une SAFER est en cours de constitution et des travaux doivent conduire à la mise en œuvre des transferts de foncier au bénéfice des collectivités, des communautés d'habitants et de la SAFER précitée, tels que prévus par les accords de Guyane de 2017. Ces travaux portent notamment sur l'identification des zones susceptibles d'être transférées. Dans tous ces territoires, la CDPENAF doit émettre un avis conforme, justement pour tenir compte de l'importante pression foncière qui s'y exerce. Dans l'Hexagone, les SAFER trouvent leur équilibre financier à raison de l'importance du marché des transactions foncières agricoles sur lequel elles se rémunèrent. La situation, reconnaissons-le, est très différente dans les Outre-mer où le marché est beaucoup moins important. Le gouvernement accompagne donc les SAFER ultramarines. En Guyane, une aide a été attribuée au GIP SAFER lors de sa constitution et il est prévu une aide supplémentaire à la SAFER qui vient d'élire sa présidente pour l'accompagner dans son installation. La production de son programme pluriannuel d'activité de la SAFER, dit PPAS, sera un acte important dans ce territoire. À la différence des établissements publics fonciers, je rappelle que les SAFER sont des sociétés anonymes relevant du droit privé. Si cela leur donne une gouvernance plus proche des acteurs économiques locaux, cela a également pour conséquence une justification bien plus ardue de l'octroi de subventions publiques encadrées par le droit européen ou d'affectation d'une taxe à leur profit. Je rappelle en outre que le Code rural et de la pêche prévoit un fonds de péréquation entre l'ensemble des SAFER qui peut permettre d'aider ces structures ultramarines. Il revient aux SAFER et à leur fédération nationale, il me semble que c'est d'ailleurs un sujet, pour être très transparent à vous, de se saisir de cet outil, ce qui n'est à date pas le cas. En dehors de ces considérations, il revient aux SAFER d'identifier localement leurs axes de travail dans les programmes pluriannuels d'action stratégique. Le développement des prestations de services d'aménagement et de réalisation d'études sont des pistes de développement permettant d'augmenter les recettes de ces sociétés. Autre outil de régulation du foncier, je vous l'ai dit, les CDPENAF, Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, qui dispose dans les territoires du maintien ultramarin du maintien d'un avis conforme, contrairement à l'Hexagone, pour permettre une bonne prise en compte des caractéristiques de ces territoires, insularité et frontières des pays de l'Union européenne, dans un but de protection du foncier agricole. C'est un sujet de débat assez récurrent entre la profession agricole, mais je ne doute pas que vous m'interrogerez sur la pertinence ou non, l'efficience ou non de cet outil. Suite à une demande d'adaptation formulée par les maires de ces territoires au président de la République en février 2019, la loi a été modifiée pour que cet avis conforme ne s'applique pas pour les projets comportant en majorité des logements sociaux. On me remonte, mais c'est peut-être pas ce que vous me direz, donc je verrai qu'il y a assez peu de difficultés dans le fonctionnement actuel des CDPENAF où tous les acteurs sont représentés au-delà d'un sujet de postulat de base. J'ajoute sur ces sujets fonciers, parce que c'est important, il y a la question de l'adaptation au changement climatique et notamment la question de la gestion de l'eau, qui est un élément important. La sobriété et le travail sur la disponibilité de la ressource sont indissociables et font partie des leviers essentiels inclus dans le Varenne agricole, de l'eau et de l'adaptation au changement climatique. Pourquoi je fais le lien? Parce que c'est un élément qui permet de valoriser et de mobiliser à destination agricole du foncier qu'on a besoin d'y travailler. Il me semble que c'est important de le dire. Je ne reviens pas, il y aura peut-être des questions sur les plans de souveraineté d'hiver et les feuilles de route. C'était des questions qui étaient posées de façon connexe, mais j'y reviendrai. Il me semble qu'on a besoin aussi de travailler sur la question, parce que c'est le poids de l'histoire des indivisions qui expliquent une partie des difficultés relatives au foncier dans les Outre-mer. Une des dispositions de la loi d'avenir de 2014 visait à faciliter la sortie de l'indivision, notamment lorsque l'accord de tous les indivisiaires ne pouvait être obtenu. En ce qui concerne l'application de la loi Letchimy de 2018 visant à favoriser la sortie des indivisions, je sais que les travaux ont été conduits par le Parlement et je suis prêt à examiner les propositions qui en découleraient. Vous évoquez dans votre questionnaire la question des friches agricoles. Les aides du POSEI ont pour objectif de soutenir la couverture des besoins des populations par des productions locales. C'est pour cette raison que les aides sont couplées aux quantités produites et commercialisées. Dans ce contexte, une aide surfacique découplée, comme il en existe dans l'Hexagone, n'apparaît pas comme étant le dispositif
le plus adapté à la situation spécifique des territoires ultramarins et du fait notamment de leur taille et de leur éloignement. En effet, une aide découplée et décorrélée de la production, et donc sa mise en œuvre ne garantit pas une augmentation des volumes produits, à l'inverse des aides couplées. Or, c'est bien l'objectif que nous avons dans ces territoires. Cela a été un choix politique assumé au moment de la mise en place des aides POSEI ou même du SIOM de 2009. Des réserves foncières existent, la problématique des terres en friche est réelle. On doit trouver aussi des solutions dans la concertation locale. Il existe pour cela les instances d'aménagement foncier pour la valorisation des terres incultes auxquelles il est trop peu fait appel, sans doute, à date. Je voudrais terminer en évoquant avec vous les questions d'installation, de transmission et de renouvellement des générations. Vous le savez, j'ai lancé, vous l'avez dit, Monsieur le Président, une consultation préalable à la définition d'impact et d'une loi. C'est bien les deux objets dont il faut pouvoir se saisir. J'ai souhaité que cette consultation, vous l'avez aussi indiqué, soit territorialisée. C'est ce qui a été le cas aussi dans les Outre-mer. Plusieurs propositions émergent des consultations menées dans ces territoires sur les thèmes de l'orientation et de la formation, de l'installation et de la transmission et de l'adaptation-transition face au changement climatique. Certaines propositions sont communes à l'Hexagone, comme la promotion auprès des plus jeunes des problématiques ou des sujets agricoles et alimentaires, la création de points d'accueil uniques ou de guichets uniques, installation, transmission, encore le besoin d'accompagnement technique renforcé face au changement climatique. D'autres reflètent plutôt les spécificités ultramarines, comme l'enseignement dans les langues locales, l'homologation des intrants adaptés aux conditions tropicales ou la question des dessertes agricoles. Je pense en particulier au territoire guyanais. Toutes ces propositions sont en train d'être examinées, d'être compilées, si vous me permettez cette expression, afin de pouvoir présenter un texte au cours du deuxième semestre de l'année, comme c'est prévu à date. La question des retraites agricoles est évidemment liée à la question de la transmission. On sait que c'est un sujet qui a été évoqué d'ailleurs lors de la visite de la Première ministre à La Réunion, et donc on a besoin aussi de travailler pour libérer du foncier. On a une question de retraite pour des gens qui ont des retraites qui sont trop faibles dans ces territoires en particulier. Le dispositif de pré-retraite figurait dans les programmes de développement ruraux régionaux dont la gestion, comme vous le savez, n'est plus désormais de la responsabilité de l'État. En ce qui concerne l'allocation de solidarité aux personnes âgées, je sais que ce sujet concerne aussi l'Hexagone, mais je suis pour ma part favorable à ce que les particularités ultramarines qui permettraient, je le dis, de libérer du foncier puissent être examinées. L'histoire est différente, notamment le phénomène des corps de ferme que l'on trouve dans l'Hexagone avec un logement de fait attenant au bâtiment d'exploitation et exclu du champ de recouvrement de l'ASPA. Et donc, il faut qu'on puisse l'exclure du champ de recouvrement de l'ASPA parce que ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses sont construites dans les territoires ultramarins. Vous évoquez enfin dans votre questionnaire la possibilité de développer l'usage de fonds agricoles afin d'encourager les transmissions. Ici aussi, il conviendrait de récupérer auprès des notaires le bilan de l'utilisation du fonds agricole et je suis prêt à examiner la possibilité d'inclure des baux ruraux dans le fonds agricole si le besoin est objectivé. Cela ne fait pas partie des remontées que j'ai reçues des concertations PLOA. Il n'empêche que c'est un sujet peut-être dont vous voudrez parler, que vous voudrez qu'on approfondisse dans les semaines et les mois qui viennent. Je me permets un tout dernier point sur la question de l'entretien des pistes forestières désaffectées et des chemins d'exploitation, je l'évoquais il y a quelques instants en Guyane, évoqué dans la concertation PLOA. Ce sujet est important pour pouvoir mobiliser le foncier qui est disponible. Il est important car la pluviométrie observée sur ce territoire entraîne la dégradation progressive des pistes en latérite. Il n'appartient pas à l'ONF d'entretenir des pistes qui n'ont pas ou plus de vocation forestière, parce que généralement elles ont été créées pour ça. Conformément aux arbitrages concernant le décroisement des responsabilités entre l'État et les conseils régionaux, dans le cadre de la gestion de la nouvelle programmation FEADER, la collectivité territoriale de Guyane doit en principe disposer de la pleine responsabilité des financements des dessertes forestières. Il me semble que l'action de l'État en ce domaine consistera à planifier avec le concours de l'ONF les investissements nécessaires sur la base des accords de financement qui auront pu être obtenus. Voilà les quelques éléments que je voulais vous donner, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, en ouverture de cette discussion, et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos liminaires. Je vais maintenant laisser la parole au rapporteur, du moins à celle qui est présente aujourd'hui, Vivette Lopez. Et puis, je vous proposerai par la suite aux collègues présents de pouvoir interpeller le ministre pour ceux qui le souhaitent. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos propos. Alors, moi, je voudrais revenir sur quelques points. Vous avez parlé d'indivision, de transmission. Alors, au cours de nos entretiens, il semblerait que certains agriculteurs, ils sont peut-être pas très nombreux, mais ils en sont quand même, bien qu'ils entretiennent leurs terres depuis de nombreuses années, n'en sont toujours pas les propriétaires. Donc, ils préfèrent faire leur indivision
par rapport à leurs enfants, leurs petits-enfants, plutôt que de... Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'acte notarié. Hein, à l'époque où on leur a laissé les terres les entretenir, ils n'ont jamais eu d'acte notarié. Donc, ne voulant pas se défaire de leur propriété, ce que l'on peut comprendre, ils préfèrent faire des indivisions à leurs enfants qui ne sont peut-être même pas agriculteurs. Donc, c'est peut-être un problème qu'il faudrait déjà résoudre. Ça permettrait peut-être à certains agriculteurs de pouvoir... voilà, ça, on l'a quand même entendu quelques fois. Moi, j'aimerais savoir comment sera décliné le plan eau qui a été présenté fin mars par le président de la République pour l'agriculture dans les Drom, et comment assurer surtout le financement des investissements et l'entretien pour l'irrigation, les retenues collinaires, parce que, évidemment, ça représente une certaine somme d'argent. Est-ce que vous pourriez également nous préciser le calendrier de la mise en place du projet de loi d'orientation et d'avenir agricole et les dispositions surtout susceptibles de concerner les Outre-mer? Je crois que des demandes et des propositions, il y avait eu des consultations. Qu'en est-il ressorti? Je crois que pour l'instant, c'est peut-être, vous avez évoqué le fonds agricole. Pour l'instant, c'est quelques questions que j'aurais souhaité avoir des réponses. Je vous remercie, Monsieur le ministre. J'en rajoute juste une, et puis je laisse Monsieur le ministre pouvoir y répondre. Est-ce que dans le SIOM, vous réservez les mesures agricoles potentielles ultramarines pour rejoindre la question de Vivette pour la loi que vous allez préparer, ou est-ce qu'il y aura peut-être des mesures déjà préalables dans le SIOM? Voilà, c'est juste une question pour avoir un peu de lisibilité également sur... Pardon, cohérence avec les actions du SIOM, c'est ça? Soit le gouvernement décide que dans le cadre du SIOM, il y a des mesures en faveur de l'agriculture ultramarine qui sont actées par le gouvernement, soit effectivement ces mesures, vous les actez directement dans la loi qui viendra à l'automne. C'est plus une question de mode opératoire qu'autre chose de lisibilité. Sur le premier point, ça mériterait pour le coup, là, ça mériterait d'être documenté, même si vous le dites, il n'y a peut-être pas beaucoup de cas, mais ces cas existent. Mais je vois bien la mécanique qui doit s'opérer pour que celui qui exploite et qui ne perd pas le problème, c'est d'ailleurs valable partout dans le territoire national. Je ne sais pas si c'est un cas spécifique ultramarin, mais je vois bien la question. Mais ça mériterait d'être documenté pour qu'on puisse regarder ce qu'on peut faire. Et si c'est un cas où... Il n'y avait pas de document d'urbanisme. Mais oui, c'était plutôt des questions de nature orale que des questions de nature écrite. Mais ça, pour le coup... C'est pas pour ne pas vous répondre, mais ça nécessiterait d'être documenté pour voir le volume, si c'est des cas particuliers, enfin, si on ça relève de la dizaine ou des dizaines, ou ça relève d'un volume plus important. Deuxième élément, je fais un paquet global, si vous me permettez l'expression, sur PLOA. D'abord, calendrier, 2, un peu contenu, et 3, coordination avec les autres mesures. Calendrier qu'on a, il est conforme à ce qui avait été annoncé, une concertation qui s'est terminée au mois de mai-juin comme prévu. Un travail de consolidation de ce qui s'est dit dans la concertation avec des groupes de travail nationaux et des groupes de travail territoriaux, y compris ultramarins. L'objectif étant qu'on puisse soumettre à la délibération du Conseil des ministres début d'automne, septembre-octobre, le texte, et qu'il puisse après naviguer, puisque c'est l'expression, dans la navette, puisque c'est une navette parlementaire à l'automne, enfin c'est à l'automne et débordant sur l'automne. Vous connaissez largement aussi bien que moi les procédures, vous voyez à peu près dans quel horizon. À date, c'est l'horizon qu'on a. C'est toujours, je le dis avec prudence, non pas que ce soit une question de volonté, mais pour avoir été ministre des Relations avec le Parlement, ce n'est jamais une mécanique tout à fait certaine. Ça peut parfois changer. Mais en tout cas, c'est l'objectif, et c'est l'objectif. Après, nous, le texte doit être prêt, et après, il appartiendra au Parlement et à Matignon de regarder le calendrier, mais on est bien dans ce calendrier-là. Deuxième élément sur la question, donc, qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme bloc dans ces éléments-là, et qu'est-ce qui ressort de la concertation sans préempter définitivement ce qu'il y aura dans le texte? Il y a tout un volet de qu'est-ce qu'on tire comme conséquence de la nécessité d'atteindre la souveraineté agricole et alimentaire sur nos territoires, avec sans doute un élément particulier dans les territoires ultramarins, parce que là, on est sur des contingences qui sont plus fortes et des contraintes qui sont plus fortes sur ces territoires-là. Et donc, quelle doit être,
comment on repose le principe de souveraineté dans les différents textes assez fondateurs d'ailleurs de l'agriculture, je pense au code rural en particulier, et qu'est-ce que ça a comme conséquence sur les procédures, sur les priorités, sur l'accès aux moyens de production, sur l'accès aux fonciers. Plutôt un principe, mais c'est un principe qui doit s'imposer, y compris dans les politiques publiques, parce que parfois, en hiérarchie, c'est pas la souveraineté qui vient s'imposer souvent. Alors je dis pas qu'il faut qu'elle s'impose sur tout, mais il me semble que c'est un élément important. Deuxième élément, on a tout un travail à porter sur la question foncière. Alors je répète ce que j'ai souvent dit, ce texte n'est pas un texte foncier. Vous en savez quelque chose au Sénat, parce que vous avez déjà examiné quelques textes fonciers. Je sais toujours comment ça commence, je sais jamais comment ça finit, parce que, pardon de l'expression un peu libre, mais sur le foncier au début, tout le monde est d'accord sur les constats, à la fin, plus compliqué de se mettre d'accord sur la manière de résoudre les difficultés. Ça s'appelle la politique, oui. Mais le foncier est assez éminent dans le registre, comme vous le savez. Mais on ne peut pas parler de transmission, d'installation, de transition sans parler de la question foncière. Il me semble qu'on a un sujet, la question du portage foncier et de la place que peuvent avoir les établissements publics fonciers et la place que peuvent avoir les SAFER dans cet exercice-là. On voit bien qu'on a des limites du portage foncier compte tenu de ce qu'est la structuration des SAFER et comment on leur donne les moyens et comment on incrémente aussi les établissements publics fonciers qui existent dans tel ou tel territoire pour faire en sorte, ça c'est un élément. Et deux, il y a ce que j'appelle moi le portage de capitaux. Vous avez désormais des exploitations qui, compte tenu des grands dérèglements climatiques, économiques, géopolitiques, font que vous allez voir votre banquier, la fragilité du système est si grande que ça vient freiner l'installation et ça favorise plutôt l'agrandissement. Donc comment on allège cette partie de portage de capitaux, c'est un élément, me semble-t-il, qui est très important. Troisième volet, alors c'est pas dans l'ordre forcément, c'est pour vous donner un peu ce qui sort, c'est la question de l'orientation de l'attractivité des métiers. À mon sens, c'est dès le plus jeune âge qu'il y a besoin de retrouver et de redécouvrir, ça fait partie pour moi d'ailleurs du pacte aussi. Une partie y compris des querelles que nous voyons fleurir parfois sur les sujets agricoles, elles tiennent à ce que peu de gens sont désormais en lien, première, deuxième, voire troisième génération avec le monde agricole. D'abord parce que 89% des gens vivent dans des territoires urbains et que la culture urbaine s'est développée partout, si je peux dire, et que la connaissance de ce qu'est la réalité agricole, les cycles de vie, etc., pose problème. Donc ça, c'est un élément initial de, comment dirais-je, de connaissance, de comment ça marche, et puis après, plus tard dans le cycle scolaire, de comment on fait découvrir les métiers. On a besoin de réouvrir ce champ-là. Quatrième élément, c'est le champ de la formation, à la fois pour faire évoluer nos modèles de formation. Je le dis d'une phrase lapidaire, pour pas être trop long, mais on raisonnait plutôt filière, et il faut qu'on arrive à construire un système de formation qui raisonne filière et système. Parce qu'on a besoin de construire une formation qui permette à quelqu'un... Le vrai défi, c'est de construire des parcours de formation qui permettent à des agriculteurs d'être adaptés ou adaptables aux dérèglements climatiques ou aux grands bouleversements. Personne ne peut dire qu'on installe quelqu'un aujourd'hui avec un modèle qui durera 40 ans compte tenu des contraintes du dérèglement climatique. Et donc, on a besoin de construire un appareil de formation qui, évidemment, soit filière, mais qui soit adapté. Et deux, on a besoin de construire quelque chose qui a commencé, mais dans les systèmes de formation, qui puisse travailler sur la question de la transition climatique, de la transition environnementale. Moi, je n'oppose jamais souveraineté et transition, parce que je pense qu'il n'y aura pas de souveraineté si on n'est pas capable de mener des transitions. Il y a des territoires aujourd'hui qui sont sous telles contraintes climatiques, pas les contraintes réglementaires, là, hein, c'est les contraintes climatiques, que si on n'engage pas les agriculteurs et on n'accélère pas, on ne leur donne pas les capacités d'accélérer cette transition, l'agriculture disparaîtra. Donc on a besoin de travailler à ça. Ça pose la question aussi, me semble-t-il, de la formation des formateurs et de tout l'encadrement agricole. Parce que c'est un changement de paradigme, comme on dit. C'est les lycées agricoles, les chambres d'agriculture, les conseillers divers et variés. Il faut que tout le monde se mette en ligne pour penser système, penser transition, penser système sous des règlements divers, en particulier des règlements climatiques. Et c'est un élément qui me paraît important. Voilà. Et puis il faut qu'on réfléchisse à un certain nombre d'outils. On est dans une forme de paradoxe. Plus que jamais, il y aurait besoin de coopération, et les grandes lois fondatrices de 60 et 62 d'Edgar Pisani avaient posé les principes des organisations sociétaires, des CUMA, etc. Comment on continue à consolider ces outils et comment, dans ces outils, ou des outils qu'il faudrait inventer, on fait en sorte que de nouvelles formes d'organisation collective se fassent. Vous voyez parfois des systèmes d'assolement en commun qui existent.
qui permettent de travailler ensemble sans être tout à fait dans un GAEC. Vous voyez, c'est des systèmes comme ça qui sont... Et comment on arrive à faire? Et puis, dernier volet, et ça m'amène juste... Pardon, c'est une digression, mais comme vous m'interrogez sur PLOA, j'essaie de vous donner quelques pistes aujourd'hui de réflexion. Évidemment, il y a les questions fiscales, mécanisme d'incitation à des baux long terme, mécanisme d'incitation à la cession du foncier. Voilà, c'est tout ça qu'il faudra aussi décliner, évidemment, dans cette affaire. Alors après, dernier point là-dessus, tout n'est pas dans le texte. Heureusement, d'ailleurs, je n'ai pas la prétention de dire que... Vous avez eu la gentillesse de dire, Monsieur le Président, je ne sais pas ce que ça voulait dire comme exception, une grande loi. On verra plus tard si elle est... Je ne sais pas si c'était la taille que vous visiez ou l'importance ou l'ambition. Oui, c'est une loi qui doit être ambitieuse sur un certain nombre de sujets, mais nous avons par ailleurs des objets qui sont déjà, si je peux me permettre, dans l'atmosphère et qui sont dans le SIOM d'un point de vue général. Je pense à la question de la planification écologique. La planification carbone, ça n'a pas vocation à figurer dans un texte. La planification sur les pesticides, ça n'a pas vocation à rentrer dans un texte comme ça. Donc ça va venir s'incrémenter. On a par ailleurs évoqué, non, j'ai pas évoqué encore le plan souveraineté fruits et légumes. Le plan de souveraineté fruits et légumes, il est déjà posé, y compris dans sa déclinaison ultramarine. Ça n'a pas vocation à venir le bouleverser. Le texte, il viendra, et les décisions du SIOM viendront consolider avec le texte. L'important, je vais vous dire, en ce moment, moi, me semble-t-il, et c'est la difficulté qu'on a collectivement, c'est de trouver la cohérence d'ensemble. C'est que la trajectoire carbone soit conforme aux moyens de production et aux outils qu'on donne aux agriculteurs, que la volonté d'installation soit conforme aux outils fonciers et à la fiscalité qu'on met en place, que la fiscalité qu'on a soit une fiscalité plutôt incitative à la transition plutôt qu'à autre chose. Il faut qu'on arrive à réemboîter ça. Et donc, pour le coup, j'ai une grande vigilance, moi, y compris vis-à-vis du monde agricole, à essayer, et puis des collectivités aussi, à essayer que tout ça ait un sens. Parce qu'on voit bien un peu les tableaux qui sont en train de s'esquisser. Mais quand vous cumulez la décarbonation, la biodiversité, la question de l'eau et tout ça, enfin, vous voyez, ne serait-ce que ces trois sujets, parfois, il peut y avoir des frottements et des choses qui ne sont pas forcément faciles à aligner. Ça m'amène du coup, c'était pas fait exprès, mais du coup, je le... Déclinaison du plan eau. D'abord, on a plutôt... Alors, c'est très différent dans les territoires ultramarins que dans l'Hexagone. L'idée, c'est de travailler un peu de la même façon, ceci étant. Premier élément, il faut qu'on travaille à la sobriété à l'hectare. C'est-à-dire qu'il faut... De toute façon, on a une ressource en eau qui est plus compliquée à... Ça ne veut pas dire... Comment dire? Ça ne veut pas dire qu'il tombe structurellement moins d'eau à l'année, sauf certains territoires, il va tomber moins d'eau. Là, je pense à l'Hexagone, en tout cas en particulier, dans certains territoires. Mais il y a des territoires où il va tomber autant d'eau, mais il va tomber de l'eau comme on en a connu encore, comme on en connaît cette année. Vous avez des régions qui n'avaient pas vu d'eau depuis 8 mois quasiment ou 6 mois et qui ont pris 300 mm, je pense au Vaucluse par exemple, depuis 1 mois et demi. Donc on a une erraticité de l'eau, donc il faut qu'on travaille sur cette arythmie climatique qui s'amplifie. Deux, avec des phénomènes qui sont assez ennuyeux, c'est qu'on a peu d'eau, on va avoir en plus moins d'eau qui va s'infiltrer dans les sols et plus d'eau de caractère un peu torrentiel. Je vais aller demain dans le Cher pour voir ce qui s'est passé. Vous avez 50 mm en 20 minutes. Et donc cette eau-là, en termes d'efficacité agricole, elle est quand même beaucoup plus faible. Deuxième élément, il y a un apport, mais ça c'est plutôt du côté chez mon collègue Béchu, un travail qui va être fait pour les collectivités ultramarines, notamment sur l'accès à l'eau, pour le coup l'accès à l'eau potable. Troisième élément, on est en train de regarder, nous, dans France 2030, ce qu'on peut décliner d'une spécificité sur le financement, en particulier dans le plan fruits et légumes, d'accès à l'eau avec des systèmes qui soient plus efficients et plus économes en eau pour ces territoires. Donc c'est ça la déclinaison qui va se faire progressivement, c'est sobriété à l'hectare, si je devais résumer, parce qu'on a besoin de sobriété, parce que c'est plus rare. Et alors je pense que là je dis que Hexagone, je prétends pas connaître dans le détail ce qui se passe du côté ultramarin, mais cette question au niveau de l'Hexagone, c'est que probablement il y a plus d'hectares à irriguer, mais dans un volume qui est plus rare, ça veut dire qu'il faut plus de sobriété. C'est valable aussi d'ailleurs sur la question, c'est le travail de recherche qu'on doit faire sur des variétés plus résilientes à l'eau, et donc c'est tout le travail de recherche et d'innovation, et c'est pour ça qu'on pousse au niveau européen d'ailleurs ce qu'on appelle les nouvelles techniques génomiques, les NBT ou les NGT. On devrait avoir un texte normalement au mois de juillet,
si tout va bien, qui nous permettra quand même d'accéder à des moyens technologiques qui permettent d'accélérer des processus qui sont des processus naturels. Voilà les éléments comme ça rapidement que je peux vous donner sur ces 3 questions que vous me posiez. Allez. Non, mais j'allais simplement peut-être faire un petit rappel sur le SIOM, juste pour savoir si vous avez l'intention, si le gouvernement a l'intention d'avoir des mesures dédiées à l'agriculture outre-mer, ou si on les réserve effectivement pour... Ah non, non, il y aura des mesures qui seront intégrées. Voilà, oui. je voulais demander pas maintenant, c'est encore soumis à arbitrage, c'est pas le sujet, c'est simplement... Non, j'ai pas été clair. Non, c'est... Pardon, j'ai pas été clair. Non, c'est ça. D'abord, moi, je pense qu'il faut essayer de mettre dans la loi ce qui relève de la loi. Les politiques publiques ne relèvent pas de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il me semble que dans un texte comme celui-là, le pacte est une chose, la loi, c'est ce qui relève de modifications législatives, pas dire qu'il n'y a pas du déclaratif comme dans toute loi, et après les politiques publiques, non. Donc, dans le SIOM, il y aura bien des mesures intégrées, parce que majoritairement, c'est des mesures qui sont de nature non législative. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais maintenant laisser la parole à mes collègues. J'ai une demande de parole de Marie-Laure Phinera-Hors, sénatrice de Guyane. Oui, merci, Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Ministre. Alors, j'ai 3 questions à vous poser, particulièrement sur la SAFER. Vous avez rappelé tout à l'heure que la SAFER Guyane a eu beaucoup de mal pour s'installer. Ça fait déjà plus de 2 ans, d'ailleurs. Et pourtant, cette structure n'est toujours pas opérationnelle, faute d'agrément. Cet agrément devait être délivré par votre ministère depuis plusieurs mois. Outre le fonctionnement, l'absence d'agrément entrave l'accès aux subventions publiques et ne permet pas à la SAFER de garantir son budget. Alors, première question, Monsieur le Ministre, quand la SAFER Guyane obtiendra-t-elle son agrément? La deuxième question concerne le droit de préemption, justement, qui permet de limiter la spéculation foncière et favoriser le développement local. Aussi, Monsieur le Ministre, pouvons-nous imaginer une adaptation du droit de préemption de la SAFER de Guyane? Car je rappelle qu'en Guyane, il y a une prédominance de baux amphithéotiques qui permettent souvent à des particuliers de réaliser des projets privés en ayant échappé à l'exercice du droit de préemption. Et pour terminer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, lors des accords de Guyane signés le 21 avril 2017, la collectivité de Guyane et l'État s'étaient engagés à fournir les moyens financiers pour le démarrage de la SAFER Guyane, soit 500 000 € annuels. Pouvez-vous me dire quand le ministère de l'Agriculture respectera son engagement? Je vous remercie pour vos réponses, Monsieur le Ministre. Je propose, Monsieur le Ministre, de prendre 2 ou 3 intervenants et puis de faire une réponse en bloc. Ce sera peut-être plus simple. Le prochain intervenant, Georges Patient, et ensuite Dominique Théophile. Bon, je serai très bref, puisque j'avais quasiment les mêmes questions que Marie. Le problème de la SAFER est un problème criant qui a soulevé beaucoup de polémiques en Guyane, parce que ça remonte quand même aux accords de Guyane en 2017. Déjà, la Guyane était, avec Mayotte, les 2 seuls territoires français à ne pas avoir de SAFER. Dans les accords de Guyane, ça a été signé. Le président de la République, quand il est venu en 2017, a renouvelé l'engagement. La SAFER a pu voir le jour en 2021, mais pour des raisons, je crois, liées au président qui avait été choisi, il n'y a pas eu d'agrément. Donc une SAFER sans agrément, on sait ce que ça peut être. Bon. En 2023, tout récemment, une nouvelle présidente a été désignée. Et jusqu'à maintenant, toujours pas d'agrément, ni pour la SAFER, ni pour la présidente. Donc, pas de possibilité d'avoir de subventions publiques sans agrément. Et comme le disait Marie-Laure, en termes de cession aussi, de foncier, impossibilité d'intervenir parce que la Guyane, c'est des baux amphithéotiques, les terrains appartenant à 90% à l'État, comme l'a dit le président. Donc, impossibilité également d'opérer parce qu'il n'y a pas d'agrément. Pas de possibilité d'adaptation réalité guyanaise, donc avec les baux amphithéotiques, et puis encore, bien sûr, l'engagement de l'État qui n'est pas honoré au niveau des 500 000 €. La collectivité de Guyane
a donné les fonds, a versé sa quote-part, mais l'État, jusqu'à maintenant, ne verse toujours pas sa quote-part. Donc, j'insiste, après Marie-Laure, pour que la situation de la SAFER soit vue et qu'elle fonctionne, qu'elle ait les moyens de fonctionner, parce que, bon, une SAFER, une coquille vide, ça n'a pas de sens. Dominique Théophile, et ensuite, je laisserai le ministre pouvoir répondre. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Vous savez, l'augmentation de la surface agricole utile aux Antilles est déterminante pour renforcer la souveraineté alimentaire des territoires. Or, les jeunes ont du mal à s'installer. Les projets innovants peinent à trouver des parcelles agricoles. Le développement des filières est freiné par ce point de blocage. Alors, quand est-ce que l'État peut s'engager à procéder à un inventaire des terrains dont il est propriétaire pour mettre en place ce qui est urgent, mettre en œuvre des modalités d'évolution de certaines parcelles aux jeunes agriculteurs. On ne pourra pas parler et actionner ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire sans parler de la surface disponible. Or, l'État, dans nos territoires, est propriétaire de beaucoup de parcelles. Il serait souhaitable et rapide pour anticiper de faire un point sur l'inventaire et faire des choix. Est-ce que vous l'envisagerez et est-ce que ce sera aussi à l'ordre du jour sur les discussions concernant le pan sur le foncier agricole dans le SIOM? Merci beaucoup, Madame et Monsieur le Sénateur, sur la question de la Guyane. En fait, la vérité, je prends en cours de route ce sujet qui m'a l'air un peu compliqué. Premier élément, il fallait qu'on trouve une solution de gouvernance avec la désignation d'une nouvelle présidente et qui puisse agréer, si je peux dire, localement, dans des conditions que je ne vous décris pas, parce que vous connaissez comme moi la situation de tension. J'ai été sollicité par la SAFER nationale d'ailleurs. Il va être procédé à l'agrément de la présidente dans la semaine. Premier élément. Ça, mais il faut qu'on remette dans l'ordre. Pardon, je regarde à deux voix parce que vous, comme vous êtes en visio et je fais pas des mouvements de tête erratiques, mais donc premier élément, agréer la présidente. Deuxième élément, elle a vocation, une fois qu'elle est agréée, parce que c'est un peu chat qui se mord la queue. La présidente n'est pas agréée, il peut pas y avoir de plan pluriannuel, comme il peut pas y avoir de plan pluriannuel. Il n'y a pas les moyens qui sont dévolus. Donc, deuxième élément, dès lors qu'elle va être agréée, il lui appartiendra, et nous, on est prêt à accompagner et à les aider dans cette affaire-là. C'est ce que j'allais presque vous dire, mais vous m'ôtez les mots de la bouche. On peut essayer de regarder pour avoir, parce qu'il y a eu du temps de perdu, je ne dis pas le contraire, il faut qu'on fasse ça, mais il faut qu'on ait un plan pluriannuel qui permettra par ailleurs, et ensuite, de faire en sorte que le programme pluriannuel d'activité puisse permettre d'agréer assez vite, parce que je suis d'accord avec vous, ça a assez duré. Prend la paume collective, il faut qu'on arrive, mais on ne peut pas agréer la SAFER tant qu'on n'a pas un programme pluriannuel. Donc là, c'est pas le chat qui se mord la queue, c'est juste qu'il faut qu'on vous appuie, qu'on appuie la SAFER de Guyane dans sa structuration, qui permettra évidemment ensuite de regarder comment ça peut se faire d'un point de vue financier. Vous l'avez dit, Madame la Sénatrice, c'est la troisième étape, parce qu'il y a des besoins d'activer les sujets de droit de préemption. Donc c'est dans cet ordre-là que c'est fait. Je suis à votre disposition, on continue ainsi que mon cabinet. Ici présent pour que vous me disiez si ça bloque, si vous avez besoin de soutien complémentaire, enfin avec les équipes qui suivent les Outre-mer ici et ailleurs, on est tout à fait à votre disposition parce que je sais que c'est un outil dont vous avez besoin. Et il me semble que c'est un élément important et donc cet élément-là est important. Deuxième élément, je dis juste un mot, il y avait des reliquats ou des éléments de financement dans le GIP de la précédente SAFER qui vont être versés à la SAFER nouvellement en cours d'agrément, mais c'est pas les sommes encore en jeu, mais ça participera de l'équation financière qu'il faut qu'on essaie de trouver. Deuxième élément, donc voilà pour la partie Guyane. On commence à franchir des étapes. C'est un peu long, je vous l'accorde assez volontiers, mais maintenant qu'on a manifestement une gouvernance, on doit pouvoir se mettre en ordre de marche pour aller vite sur la question de l'agrément définitif de la SAFER. L'agrément n'ayant qu'un seul objectif, c'est que la SAFER puisse agir sur son territoire, y compris avec les moyens. Et moi, je me sens engagé comme tous les autres. En tout cas, moi, personnellement, je me sens engagé par les engagements qui avaient été pris à l'époque sur cette question-là. Donc, il n'y a pas lieu, ni à date, ni maintenant, de remettre en cause cet engagement-là, me semble-t-il. Deuxième élément sur la question globale, enfin plus globale, qui a été posée
par le sénateur sur la question souveraineté, mise à disposition foncière par l'État. Oui, la question de la souveraineté, ça va être la question de la mobilisation du foncier. Et dans des territoires, enfin, souveraineté, sécurité, autonomie. Parce qu'on peut parler dans ces territoires d'un intérêt à avoir de l'autonomie alimentaire pour des raisons d'éloignement et de nécessité de ne pas être soumis qui a une inflation, qui a un blocus lié par exemple à ce qui s'est passé sur la Covid, et qui pose des problèmes assez lourds de dépendance et qui sont à mon avis très mauvais pour tout le monde. Et donc, donc on a besoin de ça. On a besoin quand même aussi de penser la diversification. Parce que si on veut couvrir les besoins, on voit bien qu'il y a des territoires qui sont plus spécialisés dans telle ou telle production. Il faut qu'on pense, mais ça, il appartient au territoire de s'en saisir. Mais quand même, l'autonomie, c'est pas l'autonomie sur un produit. L'autonomie, c'est de regarder sur l'ensemble du besoin, le maximum de ce qu'on peut couvrir. Alors évidemment, on n'a pas du tout les mêmes situations d'un territoire à l'autre. Je ne prétends pas les connaître, mais enfin, j'ai une vague idée de la différence qu'il peut y avoir entre les uns ou les autres. Troisième élément, je ne suis pas du tout fermé à ce que vous me proposez là, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder ce qu'il peut y avoir comme foncier disponible. Alors j'ai du mal à le quantifier, mais je vais regarder, je vais demander à ce qu'il soit documenté, le foncier qui État, on va dire, qui serait disponible et qui pourrait être mis à bail ou mis en exploitation pour installer les jeunes agriculteurs. Au fond, c'est presque plus simple quand on est maître chez soi de décider aussi de ce qu'on peut faire. On est moins sous les contingences de succession de propriétaires privés, et ça me paraît pas forcément une mauvaise idée. Donc c'est celui de l'État. Ça n'empêche pas et ça n'obère pas la nécessité que nous ayons à travailler. On évoquait la question de la SAFER en Guyane, mais ailleurs, que le gros du volume est sans doute sur en termes de foncier. Et en termes de foncier, pour installer des jeunes, pour atteindre notre objectif d'autonomie et de souveraineté alimentaire, le gros du foncier est plutôt dans les mains du privé. Mais il me semble que là, dans des territoires où le foncier est rare, tout le foncier qu'on peut essayer d'expertiser comme appartenant à l'État et comme pouvant être utilisé sous des formats de baux qu'il faut imaginer, je suis assez d'accord. Donc je propose que peut-être on en reparle entre nous et avec vous ensuite et avec ceux qui voudront au Sénat pour regarder comment on peut avancer pour regarder quelle est la part qu'on peut prendre nous État sur ce sujet. Merci Monsieur le Ministre. Je vais maintenant laisser la parole au président Jean-François Rapin. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous avez fait une belle synthèse de tout ce que pouvait représenter aujourd'hui et tout ce qui était nécessaire pour mettre en place un modèle d'agriculture autonome, en tout cas d'autosuffisance alimentaire sur des territoires où on sait que ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile d'autant qu'il manque de foncier, c'est rappelé par tous, mais que si la volonté d'augmenter les capacités foncières en Outre-mer pour développer l'agriculture, ce qui est tout à fait louable et noble, reste un écueil par rapport à tout ce que vous avez décliné, autonomie énergétique, gestion de l'eau, etc. On sait très bien qu'il faudra des bâtiments agricoles. Donc aujourd'hui, comment on intègre cette nécessaire évolution pour avoir une agriculture suffisante en production et en qualité? Comment on intègre la difficulté qu'on connaît en Outre-mer de pouvoir avoir des bâtiments, puisqu'on est soumis d'un côté à la loi littorale et de l'autre côté très souvent à la loi montagne? Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, pour avancer dans ce plan, on sait très bien qu'il faudra beaucoup d'argent. On sait très bien aujourd'hui que la Commission européenne a, à l'égard du modèle agricole français, quelques réticences. Est-ce que des fonds FEDER sont dévolus à l'évolution de ce modèle? Je pensais qu'on prenait une série, pardon. Vous dites FEDER ou vous dites FEADER? Les deux en général, Oui. parce qu'on pourrait avoir les deux. Oui, mais c'est pour ça que je vous interroge. Connaissant un peu les... Ah oui, oui, mais bien sûr, FEADER, c'est naturel, mais FEDER, c'est oui. moins naturel, et c'est en lien avec ma question sur la vision de la Commission sur le modèle agricole français. Oui, alors je sais, mais ça, c'est pas pour cultiver un échange entre vous et moi, mais je suis pas sûr qu'on puisse dire que la Commission ait un problème avec le modèle agricole français. Je pense qu'il y a des débats à la Commission sur la manière de financer l'agriculture, mais pas que l'agriculture française. Il y a ceux, en gros, qui disent c'est une activité de souveraineté et il faut qu'on revienne à ce qui était
les fondements de la politique agricole commune, c'était quoi? C'était produire en quantité, en qualité et à des prix raisonnables à nos concitoyens qui sortaient d'un conflit mondial qui avait fait quand même qu'on était, il y a 70 ans, il ne faut jamais oublier ça, pas tout à fait en capacité de nourrir nos populations. Et donc, ils disent, c'est les aides couplées, c'est primauté à l'économique, etc. Puis ceux qui sont en train d'évoluer par ailleurs, et c'est là que c'est peut-être le modèle que vous évoquez, qui disent oui, mais l'agriculture doit rendre des services d'une autre nature, écosystémiques, environnementaux, qui est très jusqu'à nouvel ordre. Je n'ai pas vu que le premier fondement ait été remis en cause, y compris par la personne que vous venez. Vous voyez, il y a ce qu'on dit, puis il y a ce qui se passe. La nouvelle PAC, qui s'est mise en place là en 2023, elle ne fait pas défaut à ce qui a été la PAC depuis sa création, depuis 62. Alors, il y a des évolutions parce qu'il faut qu'on tienne compte sans doute de ce qui est, de ce qu'on, j'aime pas trop l'expression des attentes de la société, parce que la société n'est pas une, comme le consommateur. Je sais pas ce que c'est que le consommateur. Pour moi, il y a des consommateurs. La demande est parfois paradoxale et nous sommes nous-mêmes paradoxaux. Le sujet qu'il va y avoir devant nous à un moment, c'est il y a le modèle financier qui permet de financer l'agriculture, et puis il y a le modèle financier qui permet de financer les autres services de l'agriculture. Et moi, je pense que le débat qu'on doit avoir au niveau européen, c'est la finance carbone, ça marche comment pour l'agriculture? Parce qu'une grande partie de la solution, c'est dans le stockage carbone d'un point de vue agricole. Même chose sur la question forestière, d'ailleurs, au passage. Et donc ça ne peut pas être financé par la PAC. Parce qu'au fond, on décarbone pour les autres. Quand vous faites du biomatériau, quand vous faites du biocarburant, par exemple, j'étais dans cette même salle sur la question des biocarbes. Pour l'aéronautique, en fait, vous financez la décarbonation de l'aéronautique. Donc c'est pas la PAC, qui est une politique agricole sur le sujet de la souveraineté, qui est de financer ça. Et puis, troisième élément, pour pas être trop long, il me semble que ce qui est important, c'est de se dire quand même, et j'essaie de regarder sur vos affaires, mais de bâtiments. Troisième sujet, on peut plus penser la PAC comme un objet autonome du monde au sens 1. Si on a des règles contraignantes, comment on les fait appliquer dans les accords commerciaux? Il n'y a pas de problème avec des règles contraignantes. Enfin, c'est un vieux débat. Enfin, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi. Enfin, vous en avez déjà beaucoup débattu. Et deuxième élément, je considère que l'alimentation est une arme. Ça devrait être une arme de paix. Ça peut être une arme de destruction massive. Il suffit de voir ce que fait M. Poutine. Et donc, si l'Europe ne reprend pas conscience que la politique agricole, c'est pas seulement de se nourrir, c'est déjà de se nourrir. 2, de ne pas dépendre des autres sur les engrais, sur l'énergie, parce que sinon, vous avez des prix qui font comme ça. 3, c'est qu'à nos frontières extra-européennes, les gens soient quand même suffisamment pourvus en alimentation pour ne pas se retrouver avec des crises majeures. Parce que c'est pas chez Poutine qu'il y aura le problème, si on a un problème d'alimentation. Des populations de l'autre rive de la Méditerranée ou des populations un peu plus à l'est. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est ça qu'il faut poser dans la PAC. Donc, je répondais juste à la question de l'Europe n'aime pas le modèle agricole. Non, le débat à la Commission, c'est le vieux débat de la PAC coûte trop cher, à quoi ça sert, et on soutient un modèle agricole qu'on veut pas, et donc, mais jusqu'à nouvel ordre. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on combine les deux. Mais s'il y a des services environnementaux, s'il y a des services carbone, s'il y a des services biodiversité, ça ne peut pas être que la PAC qui paye. Parce que si ça rend service à tous, il me semble qu'il faut aller chercher quelque chose ailleurs. Je n'oublie pas que le président de la République s'est beaucoup battu pour qu'il y ait une taxe carbone aux frontières. La dévolution de la taxe carbone n'est quand même pas complètement inintéressant. Il me semble qu'il ne faut pas l'écarter. Alors, sur la question du bâti, alors, je reviens sur FEDER, pardon. FEDER ou FEADER. Enfin, FEADER, c'est le truc classique. FEDER, il me semble que sur le sujet agricole, et peut-être agricole et transformation, oui, il y a peut-être à regarder comment le FEDER pourrait venir intervenir. Sur le sujet de l'eau, le FEDER pourrait intervenir. D'ailleurs, il peut intervenir à date sur un certain nombre de sujets. Donc, c'est peut-être là qu'il faut chercher les choses et les voies. J'ai du mal à déterminer, pour être très honnête avec vous, ce qu'est la vision, en revanche, de la Commission sur les territoires ultramarins. D'abord, nous sommes peu de pays avec des territoires ultramarins. Et je reconnais, donc ça fait écho peut-être à ce que vous avez dit, je ne sens pas qu'ils sachent, c'est pas un reproche, qu'ils sachent parler des territoires ultramarins en dehors des fonds qui sont dévolus aux territoires, mais je ne sens pas une stratégie, y compris une stratégie de puissance, vis-à-vis de pays comme les nôtres, qui ont quand même des territoires ultramarins
dans tous les océans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, et qui pourrait avoir un rôle sur la partie agricole, mais évidemment sur bien d'autres sujets. Il me semble que c'est un point important. Sur les constructions, oui, il y a sans doute, on en a parlé quand la Première ministre est venue à La Réunion, il y a sans doute un besoin de travailler à des adaptations qui tiennent compte. À La Réunion, c'est assez frappant quand vous cumulez la loi littorale, la loi montagne, bah, il vous reste quand même... et le parc dans lequel nous étions, bah, là, en fait, bon, c'est le débat que nous avons dans... Comment dirais-je que nous avons dans beaucoup de débats actuels, qui est la mise sous cloche ou autre chose que la mise sous cloche. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la mise sous cloche et la restauration de la nature, la préservation de la nature, ça peut pas être le retour à l'état de nature, pour être précis dans les mots. C'est-à-dire que ce n'est pas des territoires sans être humains, donc pas des territoires sans agriculture. Donc, il me semble que ça passe plutôt par des adaptations. Il faut qu'on... Et donc, la Première ministre avait dit d'ailleurs à La Réunion qu'il fallait qu'on essaie de trouver des voies et moyens. C'est plutôt de la différenciation et c'est plutôt, à mon avis, du cas par cas plutôt qu'un changement empirique sur la loi littorale. Parce que le problème, c'est que si vous changez la loi littorale, ce qui est juste dans les territoires ultramarins, il ne faudrait pas que d'autres s'en saisissent ailleurs. Et on a vu à quel point la loi littorale a quand même permis de préserver un certain nombre de littoraux français de phénomènes qui étaient, comment dire, moi, je ne veux pas les qualifier, mais on va dire un peu spéculatifs ou excessifs. Donc c'est plutôt par l'adaptation et c'est plutôt la piste sur laquelle travaille la question. Il me semble que la contrainte, et c'est ce qu'a exprimé la Première ministre, ils sont en train d'y travailler du côté des services de la Première ministre et de Matignon et du ministère des Outre-mer avec mon collègue Carinco, on essaie de regarder comment on peut se glisser dans plutôt de la différenciation territoriale justifiée sur motif de contraintes diverses et variées. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le faire. Si on rentre dans une loi comme ça, on n'y arrivera pas. Enfin, si on rentrait, d'ailleurs, je vous n'avais pas dit ça, hein, si on rentrait dans un mécanisme législatif, on n'y arrivera pas, me semble-t-il. On a un troisième sujet, si je comprends bien, dans un certain nombre de territoires ultramarins sur la question des habitations, c'est que les habitations ne sont pas forcément à l'endroit où se situe l'exploitation. Ce qui est un cas à part par rapport à l'Hexagone. L'Hexagone, on avait plutôt le siège d'exploitation, les terres autour. Alors après, il y a eu des agrandissements, c'est plus tout à fait... Là, je me décris un modèle il y a 80 ans. Hein. C'est pas tout à fait le modèle qu'on a dans les territoires ultramarins. Donc, la décorrélation du lieu d'habitation, du lieu d'exploitation pose un sujet, parce qu'on peut pas dire, comme on fait aujourd'hui dans l'Hexagone, c'est-à-dire que le siège d'exploitation est une artificialisation particulière puisqu'elle est liée à une activité agricole. C'est que là, quand l'habitation est à 12 km, donc, il va falloir qu'on travaille sur cette question-là. Parce que s'il y a trop de déliaison entre le territoire d'exploitation et le territoire d'habitation, comment on arrive quand même à que ça ne constitue pas un frein pour l'installation? Merci. 3 prises de parole. Georges Passion, Micheline Jacques, puis Viviane Mollet. Mais bon, j'ai cru qu'il n'y avait pas d'autres questions. Et comme on nous a dit qu'il y avait une plage d'une heure et demie... Oui, ça, je n'aurais pas dû lire ça au début, oui. Non, mais c'est pour avoir un petit peu de précision, toujours sur la SAFER de Guyane. Vous avez bien dit que la présidente allait recevoir son agrément cette semaine, c'est ça? Bon, la SAFER, il faut attendre le programme d'activité. Donc, dans le cas où ce programme est fait, est-ce que vous pensez que la SAFER pourrait avoir son agrément avant septembre prochain? C'est un peu court, hein. Je pense que c'est un peu court, parce que là, on est quand même le 20 juin. Hein. Le programme d'activité, il me semble que c'est quand même... Dans une instruction accélérée, c'est pas possible. Non, mais c'est pas l'instruction, c'est que je ne l'ai pas aujourd'hui, le plan. Donc, j'ai besoin d'avoir des éléments sur le plan à finaliser. Si c'était qu'on avait le plan et qu'il fallait... comment dirais-je? Et qu'il fallait juste le valider, là, j'entendrai votre argumentation du mois de septembre. Mais aujourd'hui, j'ai pas ça sous les yeux, mais pour la raison que vous venez d'évoquer. Parce que la présidente, elle a été assez récemment nommée. Hein. Oui, c'est ça. Donc, il ne faut pas lui demander d'avoir fait un plan avant d'avoir été nommé. Il ne faut pas lui demander de faire le plan avant d'avoir été agréé. Donc, elle est agréée. Il me semble que c'est un élément. Donc, le plan est prévu. Parce qu'on me donne les éléments de calendrier, c'est un peu ce que j'avais en tête. L'idée, c'est que la présidente installée, elle puisse présenter son plan en septembre-octobre. Si on se donne la même temporalité, au gros, ça fait écho à ce que vous dites. Bah, vous dites 2-3 mois, ça veut dire fin d'année pour l'agrément. Voilà. Disons que ça ressemble à ça en calendrier raisonnable.
C'est le critère essentiel, principal. Oui, oui. Non, Pour mais l'agrément. je suis assez d'accord avec vous, mais il faut qu'on arrive à avoir... parce que ça veut dire c'est juillet, août, septembre pour avoir un plan, mais on est prêt à les accompagner, à les aider, nous. Hein. S'il y a des besoins pour travailler avec l'équipe qui se met en place, que je sais ce que c'est qu'une équipe qui se met en place, bon, donc, oui, puis ça a été un peu tumultueux, on va pas se cacher de cette affaire-là. Donc, il faut que ça s'apaise, il faut que ça bosse. Donc, les deux à la fois en même temps, c'est quand même un peu compliqué. Mais si on est sur quelque chose qui est agréé en octobre, ça fait du décembre, début janvier, enfin, qui est posé sur la table du ministère en septembre-octobre, c'est tenable de faire le même sujet que vous disiez. Comme si le dossier était là, oui, je vous dirais septembre. On ne l'aura pas avant septembre-octobre, donc je vous dis plutôt cet horizon-là. Pour le coup, j'ai été encore plus précis. Vous avez raison de me poser la question. Sachant que oui, qui peut les encadrer? D'abord la FNSAFER, parce que je pense qu'ils sont intéressés. Et le président national que j'ai eu, pas plus tard qu'il y a 3 jours, m'alertant sur la situation de la présidente, l'agrément de la présidente, plus l'agrément de la SAFER. Et puis chez nous, on a la DGPE. Hein. Ils sont assez rompus à l'exercice et ils peuvent... Mais on va les voir et on va leur dire, enfin on les a vus, on va leur redire. Vraiment, nous, on a tout intérêt, vraiment, hein, et le ministre encore plus, on a tout intérêt à ce qu'on fasse l'agrément le plus vite possible. Parce que se priver de cet outil-là dans ce territoire où c'est un petit enjeu, quand même, quand je dis petit, c'est pour faire... Vous voyez, c'est ennuyeux pour nous. Hein. Merci. Micheline et Viviane Mallet, et si Georges pouvait juste éteindre son micro. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaiterais rebondir sur l'exemple que vous avez pris tout à l'heure sur la taxe sur l'avion et la production de biocarburants. Les passagers ultramarins payent une taxe carburant qui est reversée au développement du chemin de fer. Or, comme tout le monde le sait, les territoires ultramarins ne bénéficient pas de chemin de fer. Seriez-vous favorable justement à utiliser cette taxe pour développer ne serait-ce que l'agriculture dans les territoires ultramarins? Alors, il m'arrive d'être audacieux, mais quand même pas de m'occuper des sujets qui ne sont pas les miens. Parce que là, vous venez me... Si vous voulez que je sois ami avec Bruno Le Maire et Clément Beaune à la fois, donc j'ai pas d'avis sur la question. Faut se méfier de la taxe affectée aussi. C'est une intuition générale. Et pourtant, on dit toujours que Bercy est très hostile à la taxe affectée pour des raisons qu'on connaît bien, parce que ça leur contingente le budget. Je suis plus... N'étant pas de cette maison-là, je n'ai pas tout à fait le même sentiment. Mais que ça soit tout complètement affecté, c'est quand même un problème. Mais je ne rentre pas dans le détail du projet. Là, vous m'emmenez sur une pente que je ne saurais utiliser sans prendre le risque de glisser rapidement. J'ai un sujet, un, que je ne connais pas, et deux, qui ne m'appartient pas. Mais c'est plus compliqué que ça. À vérité, pour ceux qui vous viennent... je répète, je ne connais pas le sujet, mais comme vous m'y forcez, non, je plaisante, j'essaie d'y répondre. Que une partie, alors en général, hein, je ne parle pas des territoires, une partie des taxes qui sont utilisées pour l'aviation par des gens qui font du tourisme puisse être affectée à quelque chose qui est autre comme moyen de transport, ça n'est pas forcément choquant. La question, c'est la part, et la question, c'est vous, territoire ultramarin, parce que pour le coup, je reconnais que vous êtes un peu exempt du sujet ferroviaire. Oui, ok, mais je ne sais pas si c'est une collecte énorme en plus. Hein, je suis pas sûr que ça serait. Je suis pas sûr que ça serait une collecte énorme. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais revenir sur la question qui fâche, la CDPDAF. Vous en avez parlé tout à l'heure. Donc, à La Réunion, je ne parle pas de mon territoire, à La Réunion, 2 écoles. La Chambre d'agriculture, avis conforme. L'association des maires demande un avis simple. Vous le savez très bien. Alors, faut-il réformer la composition? Faut-il faire des réunions en amont pour que les décisions soient peut-être mieux comprises et que les acteurs puissent présenter leurs projets territoriaux et peut-être s'entendre. Et notamment, j'ai vu qu'à La Réunion, un agriculteur interdit de construction d'un hangar. Vous avez parlé tout à l'heure aussi d'habitation et d'exploitation. Donc, la CDPDAF a émis un avis défavorable pour un hangar. Et le tribunal administratif a annulé la semaine dernière, il y a quelques semaines, cette interdiction.
et a demandé au maire de signer le permis de construire. Donc tous les maires sont en train de se dire, mais ça va faire jurisprudence. Merci, Monsieur le ministre, pour votre réponse. Vous avez d'abord bien décrit la situation. C'est un débat entre le monde agricole et le monde des collectivités. J'ai perçu ça quand nous étions à la réunion avec la Première ministre. Ça a été évoqué. Hein. Le président de la République en avait parlé. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée, de ce que je perçois, parce que en arrivant à la réunion, je me suis dit c'est un sujet absolument épidermique. Et puis dans le débat, alors peut-être parce qu'il y avait la Première ministre et que tout le monde est comment dirais-je, est urbain, et donc est resté poli, j'ai senti moins de tension que ça, peut-être un peu plus du côté du monde agricole. Et donc, je sais pas comment dire, il me semble que c'est un sujet sur lequel moi je suis plutôt favorable. Je vous donne mon sentiment comme ministre de l'Agriculture. Je pense que faire qu'un avis simple, c'est très complexe, parce que c'est quand même un outil de régulation. Et par ailleurs, on va voir arriver d'autres sujets. Vous voyez ce qu'on a fait au niveau national sur la question hexagonale, sur la question de l'agrivoltaïsme. On a plutôt été vers une tendance à dire il faut des avis un peu pas simples seulement, parce que sinon ça va tirer à l'IDIA. Et on est déjà sur, je vous laisserai peut-être, mais on est déjà sur la question du foncier agricole, on est déjà sur la question de la construction sur les zones agricoles, et on va voir arriver en plus des projets peut-être moins en ultramarin, mais quand même, au-delà de la pression qu'on connaît sur les questions touristiques, c'est les projets autour des énergies renouvelables, parce que c'est pas des territoires qui... Et donc, on laisse échapper tout ça sans un avis conforme. Moi, je pense que ça serait une erreur. Alors après, on a deux sujets, à mon avis, mais intuitivement. Le premier, je partage votre sentiment que ça peut pas être une décision qui donne le sentiment de tomber comme ça sans qu'on ait eu le temps de s'en expliquer, et de présenter son projet, et que la CDPENAF ne soit pas juste sur « j'applique strictement » et ça tombe. Parce que il y a des projets qui justifient qu'il puisse y avoir un avis favorable et d'autres qui justifient l'inverse. Et donc, je sens qu'il y a un problème de cette nature-là, c'est-à-dire un problème de dialogue, parce qu'en fait, ça a été tellement une opposition entre le monde agricole et le monde des collectivités que le monde agricole, dans la CDPENAF, a appliqué la règle et sans qu'il y ait un sentiment, de pouvoir en parler avant, de préparer la décision, d'expliciter la décision, troisièmement, d'avoir du recours. Un petit peu, parce que l'affaire que vous évoquez, que je ne connais pas, mais l'affaire, ça finit au tribunal. Non, mais ça finit au tribunal, mais il pourrait y avoir des voies et moyens de recours, d'appel. Enfin, je pense qu'on aurait besoin de travailler sur des modalités plutôt qui permettraient de favoriser le dialogue et pas de revenir sur la position initiale, qui est une position de blocage, avis simple ou pas avis simple. Moi, je pense qu'il vaut mieux préserver la question de l'avis conforme, sinon je ne sais pas comment... C'est des territoires qui sont sous une pression foncière qui est terrible, beaucoup plus qu'ailleurs. Enfin, je veux dire, on n'a pas les mêmes problèmes. Dans mon département du Loir-et-Cher, on n'a pas le même sujet, mais encore que sur l'agrivoltaïsme, si on ne fait pas des avis un peu solides, on va se retrouver avec de l'agrivoltaïsme, parfois de façade. On ne va pas se raconter l'histoire, je ne suis pas complètement aveugle, ou des projets à Libye où on met 2 moutons sous 150 hectares de panneaux photovoltaïques, on dit c'est une activité agricole. C'est relativement une activité agricole. Et donc, pour faire écho à ça, là, c'est la question agrivoltaïsme, mais ça, c'est un sujet national. Mais c'est les mêmes sujets, parce qu'en fait, si vous n'avez pas des avis qui ne sont pas seulement des avis simples, moi, je pense que vous avez un problème. Après, je pense que c'est une question, il faut que le monde agricole accepte le dialogue avec les collectivités territoriales pour justifier, parce que de toute façon, d'ailleurs, votre exemple est assez illustratif, le monde agricole lui-même a besoin. Ben oui, dans le cas que vous évoquez, c'est un dossier agricole qui a été refusé par la CDPENAF, dont manifestement il y a besoin d'agriculteurs, et sur lequel la justice a tranché. Voilà, donc ça peut pas être non plus, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la mise sous cloche ou pas, ça peut pas être la mise sous cloche seulement, parce que ces territoires-là ont besoin de se développer comme les autres. Si on est dans une position trop restrictive, on a un petit sujet. Et je partage assez ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous. On a des terres qui sont mobilisables, encore, et qui sont non exploitées, parce que je trouve qu'il y a un certain nombre de sujets, y compris en termes de souveraineté, dans les territoires ultramarins, où nous avons besoin de produire et d'assumer la souveraineté, l'autonomie, la sécurité, qui aujourd'hui ne sont pas mises en valeur. Je comprends tout à fait cette position-là, effectivement, mais en fait, c'est les maires qui instruisent les dossiers. Les dossiers sont quand même instruits en mairie, déposés en mairie.
et après, la décision leur échappe. C'est un petit peu ça. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait justement, comme on disait tout à l'heure, qu'il y ait une discussion en amont, que les projets soient connus, et surtout aussi pour les petites exploitations, soit une habitation sur... Parce que souvent, on se retrouve sur une 4 voies avec des tracteurs. C'est pas normal. Parce que c'est pas normal qu'un tracteur, qu'un agriculteur ne puisse pas habiter sur son exploitation et qu'il se déplace en tracteur pour aller 10-12 kilomètres plus loin. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire et il faut qu'on arrive à comprendre aussi les élus locaux. Je peux me permettre de rajouter quelque chose. Je pense que pour sécuriser tout ça, je pense la même chose d'ailleurs sur l'agrivoltaïsme, pardon d'y revenir. Je pense qu'on aurait besoin d'une planification d'une certaine façon. C'est-à-dire que acteurs, élus locaux, acteurs du territoire et agriculteurs se mettent d'accord sur ce qui est consommable, la trajectoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on va dépassionner le débat. Qu'on soit pas seulement, pardon de l'expression, au fil de l'eau. C'est pas dossier par dossier seulement le sujet. C'est quelle stratégie on a sur la question du logement, sur la question du tourisme, sur la question des activités artisanales, commerciales ou industrielles. Et à partir de là, c'est-à-dire que la CDPENAF ne peut pas être seulement le lieu de je préserve le foncier, même si c'est sa vocation. Mais c'est qu'il y ait une stratégie globale partagée avec les élus, parce que là, du coup, on peut faire de la planification en disant, bah, ça, c'est prioritaire plutôt dans les projets. Donc, si la CDPENAF va se prononcer, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt comme ça que j'essaierai de construire un chemin sur cette affaire-là. Je pense que la planification, c'est de nature à rassurer tout le monde, y compris le monde agricole, qui peut avoir la crainte que l'espace agricole soit, entre guillemets, dévoré. Merci, monsieur le ministre, pour ces précisions. Et puis, j'ai envie de rappeler, pour faire écho à ce que vous venez de dire sur la planification et sur la vision holistique que vous décriviez sur le projet de loi qui est en préparation, ce qui est la difficulté aujourd'hui, c'est le fonctionnement en silo. Et effectivement, une vision stratégique qui traite de toutes les entrées au dossier, évidemment que c'est complexe, c'est ce qui rend l'exercice compliqué, mais c'est un exercice indispensable si on veut avoir une vision la plus transversale possible. Aujourd'hui, ce qui manque quand même relativement, je discutais hier avec le directeur de l'ODEADOM que j'ai croisé au Hub des territoires, qui a organisé une séquence sur l'adaptation au changement climatique en Outre-mer, innover pour s'adapter. Il me disait effectivement qu'on avait par le passé des feuilles de route stratégiques en Outre-mer sur chacun des territoires et que ça permettait d'avoir une vision peut-être partagée entre tous les acteurs sur tous les champs qui sont couverts et pas seulement le simple champ entre guillemets agricole. Quand on pense que c'est seulement agricole, ça a forcément des répercussions en termes d'aménagement du territoire, en termes de formation, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, en termes de filière. Donc je pense que cette vision-là, elle est extrêmement vertueuse, elle est complexe, mais c'est la seule de mon point de vue aujourd'hui qui permettra, comme vous le dites, de dépassionner et de décrisper et d'éviter justement qu'on découvre sur des dossiers des points de crispation qu'on n'avait pas identifiés parce qu'on imaginait qu'ils ne relevaient pas forcément du dossier qui est en cours d'instruction. Je vais dire un mot là-dessus, parce que moi je participe, le sujet agricole est un peu au cœur du ministère de l'Agriculture, est un peu au cœur des moments de planification écologique, et donc je participe à la planification phytosanitaire, à la planification sur l'eau, à la planification sur la forêt, à la planification sur la biomasse, à la planification sur l'énergie, à la planification sur la biodiversité bientôt. Donc je le dis d'un ton badin, mais au début ça fait un bon sens, parce que ça s'incrémente de partout notre affaire. Mais le jour j'étais assez frappé, on a fait une réunion de restitution à date des travaux devant le monde agricole et les organisations non gouvernementales, protection de l'environnement. Ils étaient assez contents qu'on pose un débat global. J'ai besoin de produire plus de biomasse, c'est plus de photosynthèse, c'est des facteurs de production, des intrants et de l'eau. Évidemment des sols. Bon, j'ai besoin de 30 millions de tonnes de plus de biomasse. Donc, parce que ça, c'est trajectoire carbone dont j'ai besoin. Mais trajectoire carbone dont j'ai besoin, si je ne réponds pas à la question du défi eau, du défi des moyens de production, quelle trajectoire de pesticides qui soit tenable pour continuer à produire, tout en réduisant. Quelles sont les contraintes que j'incrémente par ailleurs, parce que j'ai besoin de restaurer quelques systèmes écologiques. Donc, hop, je rajoute la haie dans mon affaire. Puis après, vous voyez, et je trouve que vous avez raison. Un, ça dépassionne. Deux, ça rassure, parce que c'est pas le sentiment qu'en permanence on va rajouter quelque chose qu'on n'a pas vu arriver. Alors il y a un petit bémol là-dedans, je le dis quand même au passage, c'est l'élément perturbateur, peut-être, alors perturbateur au bon au mauvais sens du terme, c'est qu'il y a des calendriers qu'on maîtrise, c'est les calendriers nationaux, les calendriers qu'on maîtrise moins, c'est le calendrier européen. C'est-à-dire que
j'essaie de tenir une trajectoire sur l'élevage, réduction de l'émission de carbone, corrélation consommation-production. Et si j'ai un texte bien-être animal qui arrive par-dessus, pof, ça me revient. Vous voyez, la question n'est pas de juger du texte, c'est juste que si au moment de ma trajectoire, j'arrive avec un texte supplémentaire, à ce moment-là, et je pense que le monde agricole, pour le coup, il est très en demande d'un truc global et qu'on ait une trajectoire qui se tienne. Et puis un dernier élément que vous avez évoqué les uns et les autres, la trajectoire se paye. C'est-à-dire qu'il faut des moyens. Parce qu'une trajectoire sans moyens, c'est plus une trajectoire, c'est un objectif, c'est un rêve, c'est une utopie. C'est bien, hein, on est tous un peu utopiques, mais à un moment, c'est pas illégitime que des gens disent on est d'accord, mais maintenant il va falloir aligner les moyens pour le faire. Mais moi, je pense que dans le moment qu'on vit, y compris pour embarquer les gens et pas mettre les gens en situation de rupture, comme on le voit dans beaucoup d'endroits, hein, sur beaucoup de sujets, si on arrive à décrire, ce qui n'est pas simple, hein, parce que je veux dire, pour avoir participé à toutes les réunions, on finit par perdre un peu le fil. Hein. Quand vous avez les masses de biomasse et tous les carburants qu'il faut utiliser pour tous les usages, vous dites à la fin, je ne sais pas si on n'a pas vendu 3 fois la même biomasse. Donc il faut bien réincrémenter, parce que ça va être des débats devant nous aussi, cette affaire-là. Mais je pense que si on veut embarquer les gens et qu'ils ne le vivent pas comme une contrainte, et le stress permanent de la règle qui change et d'une planification chaotique, je pense que cet exercice de planification que nous faisons sous l'autorité de la Première ministre est utile aussi pour ça. Ça permet de voir globalement les enjeux et de dire qu'est-ce que je bouge. Et quand je bouge, si je dis il y a tel facteur sur lequel je mets telle pression, comment ça fait bouger tous les autres? Si on dit, par exemple, les biocarburants, ils sont plutôt réservés pour tel et tel type de transport, comment on en réorganise les autres? Vous voyez, si EDF me dit je peux produire ça, parce que c'est tout ça qui est en boucle dans notre affaire, dans notre trajectoire carbone. Et donc je fais écho à ce que vous dites, pardon de faire cette digression, d'avoir repris la parole derrière vous, mais il me semble que c'est de nature à rassurer, c'est de nature aussi à construire des filières, y compris des filières de production agricole. Si j'ai pas de trajectoire et pas de planification, à la vérité, on n'y arrivera pas. Et le territoire ultramarin, ils ont des sujets de phytosanitaire, d'impasse, d'usage orphelin de molécules. C'est tout ça sur lequel il faut qu'on travaille. Merci, monsieur le ministre. C'était le mot de la fin, finalement. Donc, merci de votre disponibilité et de la qualité de cet échange. Je pense que nous avons tous eu pas mal d'éléments de réponse ce soir. Merci encore et bonne fin de journée.